très... Ah. Ok. Ok. Bonjour tout le monde. Donc nous sommes aujourd'hui, Benoît et moi-même, Olivier, nous sommes venus vous présenter un petit talk sur réduire la pression sur l'allocation mémoire. C'est un peu pompeux. Et les prochains pas dans l'optimisation des performances d'une JVM. Voilà, donc rapidement un petit résumé de ce que nous allons vous présenter, les différences, le cache. Alors, hop, if, comme il fallait traduire devant des prêts en français, on a Horta, si vous comprenez quelque chose au terme, n'est-ce pas? C'est comme courriel, donc on a essayé de traduire ça en Horta. Voilà. Donc des petits rappels sur la mémoire Java, comment ça fonctionne, les différences de cache. Alors on va vous parler de cache on-heap et de cache off-heap, pardon. Voilà. Après, on va vous présenter un projet qui s'appelle Apache Direct Memory, des principes sur l'architecture du projet, des cas d'utilisation et les prochaines étapes de ce projet et éventuellement vos questions. Voilà, donc les speakers, je vais lancer Benoît. Donc moi je m'appelle Benoît Perroux, je suis suisse, je viens d'arriver de Suisse avec quelques petits problèmes de train, mais ça c'est notre histoire. Je suis software engineer chez VeriSign et je suis committer sur le projet Apache Direct Memory. Voilà. Olivier Lamy, donc je suis architecte chez la société qui s'appelle Talend, je suis membre de la fondation Apache et entre autres je travaille sur le projet Direct Memory. Voilà, donc avant de commencer, désolé, on va peut-être vous faire du franglais, ou voire même du franc suisse-glais, puisque Benoît... Ou du suisse-glais, effectivement, moi j'ai moins de remords. Mais on va essayer d'être compréhensible. Donc, désolé, là il y a une partie, on n'a pas réussi à la traduire en français, mais le but du projet, qui s'appelle Apache Direct Memory, c'est de décharger la JVM, de réduire la mémoire consommée, et de réduire les temps de latence qui sont liés au garbage collector. Donc le projet est chez Apache, dans ce qu'on appelle l'incubateur de la fondation Apache. Pour ceux qui ne savent pas, l'incubation chez Apache, c'est avant que le projet devienne ce qu'on appelle TLP, Top Level Project, il y a une phase où on vérifie l'IP clearance, et si le projet est viable, c'est-à-dire s'il y a assez de committeurs, d'utilisateurs, pour pas qu'on ait un projet avec une seule personne qui commit dessus, que ce soit un projet vivant. Donc là actuellement il y a 12 développeurs, 10 contributeurs, il y a un développement assez actif, je dirais, ça dépend des périodes. Par vague. Et bon, l'API risque de changer pas mal, beaucoup, dans les temps qui viennent. Voilà. Donc, comme Olivier a dit, on va parler de cache mémoire. Donc, je vais faire un rapide rappel sur ce qu'est la mémoire Java. Donc, on est sur une audience, je pense, majoritairement javaïste. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc, on parle toujours de ces segments de mémoire, la mémoire Young, la mémoire tenured et la permanente. Donc, c'est la mémoire dans laquelle Java va gérer ses objets, etc., avec le GC qui va passer dessus. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Ce qu'on ne dit jamais, par contre, ou ce qui est en fait derrière la scène, c'est que finalement, notre process Java, ça va être un process OS standard qui, lui, va être mappé sur la mémoire native du système d'exploitation. Donc, si on voit ici, on a par exemple 2 gigas qui sont alloués de gauche à droite, on va voir une partie qui va être ce qui sera le tas Java, donc qui va être managé complètement par Java, et puis on va avoir le reste de la mémoire qui va nous servir ou pas potentiellement. Donc on a forcément l'empreinte mémoire de la JVM, donc à peu près jusque-là, et puis après on a toute la partie mémoire native qui est utilisée pour les buffers, qui est utilisée, donc les buffers réseau, qui est utilisée pour ce genre de choses. C'est de la mémoire qui est à notre disposition, mais que dans des utilisations standards Java, on va pas nécessairement l'utiliser vu qu'on va à peu près tout allouer sur le tas. Et c'est cette partie de mémoire, cette mémoire native que le projet Direct Memory se veut d'utiliser. Donc, comme j'ai dit avant, voilà, moi je me vois assez mal parler de Ramasmith, donc je vais plutôt parler de GC. Le problème de cette mémoire allouée par Java, ce heap, c'est qu'il va être géré dynamiquement. Alors c'est un problème, c'est un avantage, c'est un petit peu des compromis par rapport à ça. C'est un avantage parce qu'on fait à peu près ce qu'on veut avec. Le désavantage, c'est effectivement que on va avoir tout d'un coup des comportements où le GC va s'exécuter et puis quand il s'exécute, il va stopper complètement l'application. On a ce qu'on appelle des phases où on stop the world, on collecte tout le graphe d'objets et puis on arrive comme ça à réduire la mémoire.
Heureusement pour nous, le GC, c'est une des pièces logicielles qui est sur laquelle il y a le plus d'heures de développement qui a été fait. Ça fait plutôt du bon boulot. On attend de voir un petit peu ce que le G1 va donner. Mais donc, on a quand même dans tous les GC, quels qu'ils soient, on a à un moment donné ce comportement où l'exécution du processus s'arrête et rend potentiellement l'exécution du programme non déterministe. Notamment si on a des applications sur lesquelles on a des SLA qui sont très serrés, avoir des comportements déterministes, ça peut être un désavantage. Donc, on arrive maintenant qu'on voit, on a un petit peu la photo la photo de l'utilisation mémoire. Donc, à l'heure actuelle, on a la RAM qui commence à devenir chère, pas chère justement, et on commence à avoir des systèmes avec vraiment beaucoup de RAM. Enfin, l'ordre de 100 Go de RAM, ça devient quelque chose qui est qu'on commence à voir dans les systèmes. Donc, cette mémoire, on va l'utiliser, soit on la perd quand on l'utilise, quand on l'utilise pas justement dans les processus, ou alors justement on va maintenant de plus en plus mettre du cache dans nos applications, notamment avec tout ce qui est web service et API REST. On va essayer de faire du cache local le plus possible et utiliser au maximum cette RAM. Donc on a deux types de cache qui sont possibles. On a le cache on heap, donc ça c'est le plus bête possible, une hashmap en fait. On a notre clé, notre objet, il est sur l'heap, on peut l'utiliser directement. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas du tout de pénalité d'utilisation. Enfin c'est des références, mais il n'y a pas de sérialisation. Que ce qu'on aura ensuite. Par contre, c'est de la mémoire qui est sur le tas Java et donc qui va augmenter le temps de processing du GC. A contrario, on a ce qu'on appelle les caches off heap. C'est toujours donc cette mémoire native. L'idée derrière ce cache off heap, c'est de sérialiser l'objet pour le stocker dans cette mémoire native. C'est comme on le stocke dans la mémoire native, on a une référence dans le heap qui va pointer vers cet objet en mémoire native, mais ça s'arrête là. Alors, il y a la pénalité de sérialisation, effectivement, mais heureusement, il y a pas mal de travail qui a été fait maintenant pour tout ce qui est ces logiciels, de toutes ces librairies de sérialisation. Et ça a le gros avantage d'avoir une taille de tas, même si on a beaucoup d'objets en cache, on a une taille de tas qui reste bien maîtrisée. Donc on arrive à peu près sans transition directement sur les designs et les principes qui sont derrière la librairie Apache Direct Memory. Donc il n'y a absolument aucun secret là derrière. On s'appuie sur la classe ByteBuffer. Cette classe ByteBuffer, elle a une fonction allocate direct qui alloue, donc cette fonction prend en argument une taille et ça alloue de la mémoire native qu'ensuite on va nous-mêmes découper et utiliser pour mettre les objets. Donc des ByteBuffer, l'idée c'est d'allouer des gros bunch de ByteBuffer et à partir de là, nous, de serrer les objets et de les mettre de les empiler à l'intérieur les uns après les autres. Ça, c'est vraiment le fondement de Direct Memory. Et puis après, par-dessus, on a découpé ça en couches que j'ai pas ici. Donc l'idée des couches, c'est pour essayer d'avoir une séparation des concerns. Donc on a une partie qui va allouer les byte buffers, une autre qui va gérer ses références vers les byte buffers, et une couche finale qui nous donne une API qui devrait à terme étendre JCache ou JSR107 ou donc des API de cache de haut niveau. Ça nous permet aussi de pouvoir nous intégrer assez facilement avec EHCache et d'autres librairies externes comme ça. Donc, je vous ai parlé avant qu'on va allouer des gros bunches de byte buffer, donc par exemple des blocs de 100 mégas. Et puis après, l'idée, c'est qu'on va avoir des stratégies d'allocation pour découper en fait ces byte buffers. On a à l'heure actuelle deux types d'allocation. Le premier, c'est un petit peu le cas d'école où on alloue un buffer, on alloue le suivant. Quand on retourne ces deux buffers, vu que c'est du cache, à un moment donné, on peut sortir ces objets du cache. On va simplement merger ces deux byte buffers et puis on va avoir cet espace mergé qui sera à disposition pour une prochaine allocation.
Alors, donc je disais, c'est effectivement le cas d'école. En théorie, il n'y a pas de perte de mémoire, vu que quand on rend un objet, on va merger avec l'espace mémoire qu'il y a avant-après. Par contre, on a la fragmentation. Si on alloue 3 espaces mémoire, qu'on rend celui du milieu, les 2 autres, ils sont toujours occupés. On n'a toujours qu'un petit espace, même si un 4e qui est à côté qui serait disponible, on va avoir notre mémoire qui sera fragmentée là à côté. Donc, c'est une stratégie qui marche tout à fait bien. Si on a un ratio lecture-écriture, donc on a beaucoup plus de lecture que d'écriture. Vu qu'on va avoir l'écriture, donc l'allocation de buffer qui va prendre un certain temps et qui va être synchronisée surtout. Ou alors on a une deuxième allocation qui s'inspire très très largement de l'allocation qui est faite au niveau du kernel Linux. Donc l'idée c'est de dire voilà, on a nos 100 mégas, on a un bloc de 100 mégas, on va le prédécouper en byte buffer de 2 kilos par exemple. Et puis même si on nous demande d'allouer 1 kilo pour sérialiser nos objets, on va allouer le byte buffer qui a déjà été prédécoupé. Ça souffre pas de fragmentation entre guillemets, dans le sens où comme tous les objets, comme tous les byte buffers ont la même taille, ils retrouvent exactement l'emplacement où ils avaient, et puis on sait que dans ce chunk, on alloue que des objets qui sont au maximum de 2K par exemple. Et après l'idée c'est d'avoir plusieurs chunks, un chunk où on découpe tout en objets de 2 kg, un deuxième chunk où on met tous des objets de 4 kg, de 8 kg, etc. Et puis après on va sélectionner le byte buffer qui a la taille qui s'approche le plus de l'objet ou de la taille de l'objet qu'on veut sérialiser. Donc si on a des use cases dans lesquels on a des objets qui sont de taille très très similaire, c'est une stratégie qui marche extrêmement bien. Si on a des objets qui sont de taille variable, mais vraiment avec des grosses variables, on risque de souffrir de beaucoup de pertes de mémoire. Donc beaucoup de pertes de mémoire qui seront dans le byte buffer, mais pas remplies par la sérialisation, et donc perdues à ce moment-là. Voilà, donc je passe la parole. Donc cache multiniveau. Alors l'idée c'est de faire un mixte en fait entre le cache que vous avez en heap et le cache que vous avez hors de la heap. Donc pour faire une similitude, ça va ressembler à ce que vous avez un peu dans EHCache. EHCache, vous avez une librairie qui s'appelle Terracotta Big Memory, donc vous pouvez définir ce qu'on appelle un storage. Un storage, donc le EHCache va gérer avec divers algorithmes, LRU et tous ces algorithmes-là, les objets de cache qu'il va garder dans la heap et les objets qu'il va le stocker hors de la heap. Donc là, on a réussi à faire une implémentation qui se base sur EHCache. Ça n'a pas été simple parce que l'implémentation EHCache, il faut définir le même package, le même nom de classe que EHCache. Donc, dans la librairie chez Apache, on a un net.sourceforge, le même nom de package et de classe. Parce que bizarrement, EHCache ne permet pas d'étendre ça très facilement. Mais en fait, ce qui vous permet si vous utilisez EHCache et que vous ne voulez pas payer la Terracotta Big Memory, vous pouvez utiliser l'implémentation heap-off de Direct Memory. Ça vous permet d'avoir un stockage hors de la heap. C'est ce qu'on voulait dire. Je pense pas qu'on s'est fait des amis avec ça. Oui, voilà. Alors, juste un petit détail. Je crois qu'il y a d'autres librairies qui font la même chose. Vous avez Hazelcast qui permet de faire ça. Je ne sais pas si c'est open source chez Hazelcast, si, et Infinispan aussi, hein, je crois. Infinispan. Voilà. Donc alors, on vous montre pas de code, mais on va vous montrer un peu des trames HTTP. Hein, c'est aussi sympa. Vous connaissez Memcache. Il y en a qui utilisent Memcache pour stocker des objets, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'utilisé. Ouais, alors, donc on a essayé de reproduire quelque chose d'équivalent. Donc ça va permettre d'avoir un cache distribué en fait. Vous allez avoir vos VM qui vont utiliser un même cache distant. Donc vous allez pouvoir lire, écrire, stocker des objets. Si vous avez des gros objets à calculer avec un modèle de données compliqué derrière, des choses comme ça, vous pouvez les calculer et les rendre à disposition des autres VM. Tout ça se fait selon le protocole HTTP. Alors ici j'ai mis les en-tête, les headers, tout ce qui va bien. Donc tout simplement, il y a plusieurs modes de cache. Ce que vous a expliqué Benoît, c'est qu'on a besoin de sérialiser les objets.
On stocke pas un objet comme ça. Donc il y a deux modes dans cette API de cache qui se connecte au serveur. Il y a un mode où l'objet va être sérialisé dans votre VM et envoyé dans un format binaire posté sur le serveur de cache. C'est pas cet exemple-là, désolé. Et donc on a prévu un mode qui est un header HTTP qui est X Java Serialized, enfin c'est un détail. Et on a aussi prévu un mode text plain, donc vous pouvez simplement envoyer, ici j'ai matérialisé un flux JSON. Alors c'est un objet on pourrait appeler ça wine, hein, un objet wine avec un millésime, une description. Et donc ici vous avez tout en haut dans le put, alors on va dire que c'est une API REST parce que ça se base sur les verbes HTTP et sur l'URL en fait. Donc là j'ai mon cache, j'ai ma clé de cache qui s'appelle Bordeaux, c'est le nom de mon vin, et je l'envoie. Alors le content type text plain est important. Comme ça le serveur de cache va comprendre qu'il a un objet à sérialiser parce qu'il faudrait qu'il le sérialise aussi lui sur le serveur. Donc là il va prendre l'objet JSON, le sérialiser, et en réponse le serveur envoie la taille prise en fait, le nombre de bytes qu'il a utilisé sur la horde de la VM. Après pour lire le cache, c'est un simple get en fait. Le get, vous avez la même clé et on a la réponse avec le content type qui est du text plain encore et la taille et notre objet qui est retourné. Alors vous avez diverses opérations donc qui sont le delete. Des fois vous avez besoin de vider un objet du cache parce qu'il est plus bon, plus à jour. Ce qui n'apparaît pas ici, il y a une notion de expire. Si vous voulez que votre objet vive 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, il y a un autre header HTTP qui n'apparaît pas ici qui vous permet de définir le temps de vie de l'objet. Quand vous faites un get et que l'objet n'est pas disponible, on retourne simplement 204, le code HTTP no content. Et voilà. Alors, les prochaines étapes, donc on vous a dit que c'était un projet qui était en incubation, donc avec beaucoup de développement, une petite communauté de contributeurs. Les prochains buts que nous nous sommes fixés, l'implémentation éventuelle de la JCR 107, la JCR de cache, des benchmarks. Alors oui, effectivement, nous n'avons pas de chiffres à vous fournir sur les statistiques, les temps de réponse, tout ça, parce que nous sommes contributeurs personnels, donc faire des benchmarks sur un laptop, c'est pas forcément adapté. Donc on va essayer de trouver une instance Amazon quelque part. Je ne sais pas comment on va faire. Il y a aussi l'intégration dans d'autres composants. On a des petites idées, je sais plus pourquoi, sur Cassandra. Cassandra, ils implémentent du OFIP caching. Et l'idée c'était ils ont leur propre implémentation de OFIP caching qui est très très basique en fait, et qui a des problèmes de fragmentation, mais au niveau directement de l'OS. Donc l'idée c'était de remplacer leur implémentation par la nôtre, de nouveau à des buts de comparaison pour voir si on tient la route avec cette librairie ou pas. Et effectivement, Lucene a beaucoup de problèmes quand on commence à charger des gros index. C'est des problématiques qui sont vraiment courantes, avec maintenant des projets distribués d'index, mais pourquoi pas aussi du OFIP caching. Tomcat, on a des use cases standards, c'est les données qui sont en session. Vos données qui sont en session, il y a certaines données que vous utilisez beaucoup, et puis d'autres qui sont stockées une fois, et puis qui restent en fait dans la mémoire de Tomcat jusqu'à ce que la session soit expirée. Donc on pourrait avoir une session Tomcat multiniveau de nouveau avec les objets, les valeurs qu'on utilise souvent qui sont on heap, et les autres qui sont ensuite sérialisés et stockés derrière. Ça permettrait de retarder les éventuels out of memory de l'applicatif parce que vous avez la session. Enfin, ce qu'on pense aussi rajouter, c'est modification dynamique. Benoît vous a parlé des byte buffers qui sont alloués dès le démarrage, tout ça, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, c'est vous définissez votre nombre de byte buffers, la taille. Donc là, le but, on voudrait avoir quelque chose de dynamique, sans redémarrage, sans rechargement de fichiers, enfin, sans redémarrage parce qu'on a modifié un fichier ou des propriétés système. Les fonctionnalités de monitoring et de management. Donc le but, notamment dans ce serveur de cache que je vous ai montré, c'est d'avoir
de pouvoir récupérer des statistiques sur le nombre d'utilisations d'un objet, la fréquence d'utilisation de l'objet, combien de temps il reste, parce qu'ils ont un expire, des choses comme ça. C'est des choses qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc voilà, c'est un projet qui est en incubation. Donc si vous avez envie de contribuer, hein, vous savez, c'est de l'open source. Donc voilà, c'est ouvert. C'est même très volontiers. C'est très volontiers, oui, voilà. Donc là, vous avez l'URL du projet, vous avez le Jira, si vous avez des anomalies, des demandes de features. Donc là, on a un petit peu de temps. On peut peut-être montrer le... Vu que c'est un tools in action, on veut voir l'action. Bon, là, on va vous montrer un peu de log. Ok. Donc là, en fait, le projet vient avec des archetypes Maven. Donc, ce que je vais vous montrer là, vous pouvez le récupérer chez vous en lançant la fameuse commande archetype. Ça vous générera un squelette avec les librairies qu'il faut. Et un petit exemple de code JavaScript. Donc, le code JavaScript, ça va être je crée mon objet JSON dans mon application JavaScript. Et je le cache, mais directement. Je ne passe pas par un serveur fonctionnel au milieu. Donc là, j'ai démarré mon instance. Ok, je vais enlever les ID. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai stocké un objet, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les en-têtes, la taille, la réponse. Maintenant, je vais interroger get from cache, et la clé étant foo. Donc voilà. Heureusement, ça marche. Donc j'ai bien récupéré l'objet de mon cache. C'est quoi? C'est une simple démo, heureusement. Si je regarde le contenu de ma requête, voilà, j'ai juste appelé ça. Alors ici, ouais, j'ai rajouté le jQuery no cache pour bien utiliser réellement le serveur et pas tomber dans les caches HTTP. Donc voilà. Après, vous pouvez ici ce qu'on appelait l'expire. Donc je vais mettre un expire de 1 qui correspond à 1 milliseconde. Voilà. Donc ici, l'expire, j'ai mon en-tête HTTP qui est ici. Donc là, j'ai précisé via un header HTTP le temps. Donc maintenant, si je vais chercher ma bière, normalement, elle ne devrait plus être là. Non. Attendez. Forcément, ça marche plus. Bon. Je crois que les bières, on peut pas les sortir du cache en fait. Non. Les bières sont à vie dans le cache. Bon. Ok, on va parler. Ok. Sinon, une requête sur un objet qui n'existe pas, c'est un simple code retour 204. Voilà, no content. Donc c'est génial, on a un serveur même cache beaucoup plus léger à disposition sur un laptop. Voilà. Donc après, voilà, je vous invite alors maintenant à aller voir le site du projet. Vous générez votre archetype et vous avez tout ce qu'il faut. C'est bon, ça marche. Attends, ça marche plus. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Désolé. C'est le dernier patch qui a tout cassé. Ouais. Bref. Un Jira, oui. Vous pouvez. C'est une solution. Donc. Ok, c'est bon. Alors, nous vous remercions. Si vous avez des questions,
Voilà, nous sommes ouverts. Alors, ah oui, c'est développé en quoi? C'est du full Java. C'est du full Java. Donc, comme expliquait Benoît, on utilise ce qu'on appelle les byte buffers. Donc, c'est les API standards. On rentre pas dans des. On peut utiliser de la mémoire hors heap en utilisant des com.sun quelque chose, je crois. Non, là, on s'est limité à l'utilisation standard des API de la JVM. Donc on utilise le byte buffer qui vient avec le package NIO plutôt que d'utiliser le Sun unsafe en fait qui tourne que sur la JVM Sun en fait, ou qui tourne potentiellement pas sur les autres. Alors on vous a parlé de termes compliqués, les byte buffers. Il faut savoir qu'il y a une API simplifiée pour accéder à ce cache. Je vais enfin simplifier, oui. Ah non, j'ai pas l'exemple. Ah, il n'y a pas encore la doc. Alors voilà. Donc il y a un peu de documentation, on essaye. Et sinon, pourquoi elle passe pas là? Ah, désolé, ça passe pas là. Voilà. Donc la partie serveur vient avec une API relativement simple d'accès. Vous n'avez pas à gérer toute la complexité des byte buffers. Donc ça va se faire simplement avec une configuration du client. Vous allez préciser le host, le port, le pass, le serializer que vous allez utiliser. On a plusieurs modes de serialisation. On a la serialisation standard de la JVM. Il y a du protobuf, du Thrift. Non. Non, il n'y en a plus. Comme contrib, il n'y a que le protobuf. Et du packpub, je crois. Non. Ok. Donc là, voilà, tout simplement, ça reste assez simple. Et vous vous ennuyez pas avec ça. Donc vous configurez une fois pour toutes votre client via cette API. Ici, vous créez votre objet. Une simple méthode va vous permettre de faire un put. Donc là, ça va partir sur le serveur. Là, le serveur va vous répondre est-ce que je l'ai stocké ou pas. Comme on l'a expliqué avant, il y a des stratégies d'allocation sur la taille des buffers. Donc éventuellement, si le serveur ne trouve pas un byte buffer pour stocker, il ne pourra pas stocker l'objet. Donc ça, on vous le répondra avec is stored true ou false. Vous avez l'API de get. Donc pareil, vous utilisez votre configuration. Et ici, vous générez votre clé, le type de classe que vous voulez. Et avec un simple retrieve, vous allez... on a mis un peu de générique pour faire plus moderne. Et donc, vous allez simplement voir, est-ce qu'il l'a trouvé dans le cache? Est-ce que mon objet est bien présent dans le cache? Et là, ici, vous allez récupérer l'objet du cache. L'API vous permet aussi de faire un delete. Donc, si vous voulez détruire un objet du cache. Et voilà, maintenant on doit s'occuper du monitoring et du management. Je pense que c'est bon. S'il y a d'autres questions. Ah. Est-ce qu'on peut expliquer la partie serveur en embarqué? Oui, éventuellement. En embarqué. Alors là, c'est un WAR actuellement. On pourrait fournir des outils qui permettent je sais pas, de le mettre avec tous les binaires Tomcat, juste java-jar de mon gros jar qui lancerait le Tomcat et qui lancerait aussi le WAR en fait. Et ça existe maintenant dans les dernières versions d'un plugin pour Tomcat. Vous pouvez générer un paquet comme ça. Mais donc on est obligé de passer par l'interface HTTP pour communiquer avec le Oui. Actuellement, on fait que de l'HTTP. Mais vous avez un mode où vous pouvez avoir le cache dans votre application. Vous n'êtes pas obligé de passer que par le serveur. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Donc on a le mode serveur de cache, mais sinon on a le mode vraiment comme Hcache standard où vous incluez votre librairie et puis vous l'utilisez directement en mode embarqué. Oui, tout à fait. Ah oui.
Et celui-là n'est pas documenté. Désolé. Et celui-là n'est pas documenté. Donc c'est à moi de le faire. Ouais, ouais, elle est bien celle-là. Bon, une fois qu'il y a de la doc. Et sinon, oui. Ouais, moi c'est le deuxième talk auquel j'assiste qui essaye de se préoccuper des problématiques qui sont très bas niveau. Ça m'intéresse. Par contre, on fait du Java, enfin l'évolution naturelle du Java, justement, c'est de rajouter des couches d'abstraction pour justement évacuer toutes ces problématiques-là. La question que je me pose, est-ce qu'il faut mieux pas avoir une API Java enfin cache, JSR, ouais. qui va bien, et puis derrière avoir un langage qui adresse plus les problématiques de bas niveau pour gérer justement l'allocation mémoire, etc. Parce que Java, c'est vraiment adapté justement pour créer ce type d'IA. Ça me paraît une très très bonne question, effectivement. Donc, est-ce que Java est adapté à la problématique de gestion de notre côté de la mémoire, en fait? Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que c'est pas nous qui allons répondre à cette question-là, c'est plutôt les gens chez Oracle. Nous, on essaye du coup d'adresser cette problématique avec les outils qu'on a. C'est ça surtout. Et de faciliter la vie des utilisateurs de la librairie, parce que c'est de l'informatique à l'ancienne, entre guillemets. Hein. On fait un malloc et un free derrière, quelque part. Exactement. C'était le sens de ma remarque. Ouais. Mais il y aura certainement des gens d'Oracle par ici à qui poser cette question-là. Je crois que c'est Bah écoutez, merci. Merci et beaucoup. Voilà, bonne journée.